Bonjour à tous, bienvenue dans Tokuscope. Amis camarades, bonjour. Aujourd'hui, l'heure est grave, puisque nous avons décidé d'arrêter de parler de Tokusatsu ou de Kaiju Eiga, et même de Japon, puisque nous avons décidé avec Fabien de rejoindre le plus beau pays du monde et la meilleure économie possible, grâce à un leader qui est un modèle à suivre tant au niveau du charisme que du physique, puisque nous avons décidé de partir cet été pour Pyongyang en Corée du Nord. Et à l'occasion de la sortie de Pulgasari il y a maintenant 30 ans, Déjà. nous avons décidé de consacrer une émission entière, qui sera donc la dernière émission de Tokuscope, à ce film magnifique et peut-être le meilleur film sur Terre. Mais avant tout, comment vas-tu, mon cher ami ? Ça va très bien, je me sens content et honoré de pouvoir enfin rendre hommage à cette œuvre qui n'a été au final l'objectif de base de Tokuscope. Même si les gens ne le savaient pas, tout tendait vers cette date, vers cet été 2015 qui marque la célébration, comme tu l'as dit, du 30e anniversaire de l'œuvre ultime. Dans le Toku Focus, nous vous parlerons donc de ce chef-d'œuvre incontesté du cinéma mondial, à savoir Pulgasari, et nous vous parlerons également de cette affreuse thé que ces Amerlocs ont osé proférer au milieu des années 90 à l'encontre de notre leader. Dans la Toku Cave, nous vous parlerons d'un livre qui est sorti il y a quelque temps sur la grandeur de notre chef incontesté, M. Kim Jong-il. Enfin, dans le Dikotoku, nous vous parlerons d'un japonais qui a osé et qui a eu l'honneur tout à fait de rejoindre notre guilde des réalisateurs nord-coréens. Mais tout de suite, le Toku Focus. プルガサリ伝説の大怪獣。誰も見ることのできなかった怪獣映画の最高傑作が 35mm ニュープリント完全版でついに日本上陸。全世界の映画ファンが夢にまで見た伝説的見せ場の数々、その全貌が明らかになる時が来た。1万人以上の群衆が繰り広げる驚異のスペクタクル、壮大なスケールで展開する破壊のカタルシス。今熱い注目の中、映画史に残る怪獣映画の金字塔が世界で初めて大スクリーンに登場する。全世界が待っていた伝説の怪獣映画、ついに解禁。プルガサリ伝説の大怪獣。 Donc oui, donc nous allons vous parler donc, de Pulgasari, la tentative de Kaiju Eiga produite par Kim Jong-il. Mais avant ça, justement, nous allons vous parler du film original, donc Pulgasari. Donc revenons dans les années 60, donc avec un film cette fois sud-coréen. Attention, la notion de sud et de nord dans cette émission va être très importante. Donc un film sud-coréen qui s'appelle Pulgasari, avec un B et non pas un P. Un film qui est une tentative de tokusatsu à la coréenne. Ils avaient tenté plusieurs films comme ça dans les années 60, notamment il y avait ce film Monster Wong Mak-wi, qui est un film perdu. Qui est comme Pulgasari. Alors déjà, voilà, Pulgasari c'est un film perdu. Il y avait aussi Yongari. Il y avait aussi Yongari, oui, qu'ils avaient fait à cette même période, qui lui pourtant n'est pas un film perdu. Non, la version coréenne par contre est perdue. Et en fait ça prend comme base en fait un monstre mythologique. Tout à fait. Qui est donc une créature qui peut se nourrir de métal. Et donc le film racontait apparemment, d'après ce que dit l'archive du film coréen, ça serait un artiste martial qui aurait été tué et qui apparemment renaîtrait sous la forme du monstre Pulgasari en fait pour se venger de ceux qui l'ont tué. Tout à fait. Mais ça se passerait dans un monde moyenâgeux. Bien sûr.
Donc, le film a été fait. Apparemment, il y a très très peu d'infos, à part une affiche. Oui. Parce que le film a totalement disparu. En même temps, c'est normal, c'est la Corée. Il faut savoir que pendant des années, la Corée vivait en dessous de ses moyens. Et du coup, tout ce qu'il pouvait sucrer, il le faisait pour essayer de sauvegarder une économie. Et donc, c'est dommage, parce que ce sont les films de monstres qui ont presque tous disparu. En fait. Ouais. Dommage. Et donc arrivent les années 80, mon cher Fabien. Oui, donc en fait, dans les années 80, Kim Jong-il décide de produire, une version, donc un remake de Pulgasari, et pour cela, il va mettre tous les moyens à sa disposition pour réaliser cette production. Alors, Kim Jong-il, qui je rappelle à l'époque n'est pas encore le chef de la Corée du Nord, c'est encore son père Kim Il-sung, qui est le chef, le leader de la Corée du Nord. Kim Jong-il est en fait à la tête du département du cinéma et de la propagande. C'est un peu le ministre de la culture, plus ou moins, si on veut faire une analogie. Et du coup, c'est un grand passionné de cinéma. Apparemment, ce serait un boulimique de films et qui attraperait tout ce qu'il peut voir. Mais qui a fondé aussi sa version du monde, sa perception du monde par le cinéma. Genre, le mec croyait que ce qu'il y avait dans James Bond, c'était la réalité, quoi. Voilà. Pour vous donner une idée. Et du coup, qui a été un des très grands théoriciens du cinéma et qui apparemment a écrit des bouquins magnifiques. Non, mais vraiment, c'est pas une blague pour le coup. Apparemment, ce serait vraiment des bouquins passionnants sur le cinéma. Et c'est sérieux en fait son truc. C'est pas que de la propagande. Je pense que c'était un pur cinéphile. Du coup, il va avoir recours pour un peu relancer cette production nord-coréenne qui est clairement très très mauvaise à l'époque. En même temps aussi liée à l'économie du pays. Et du coup, il va avoir recours à des méthode assez particulière, puisqu'il va carrément kidnapper en 1978 l'actrice numéro 1 de Corée du Sud, à savoir Chae Hun-mi, je crois, si je n'écorche pas son nom, qui était un petit peu l'actrice numéro 1, la grande star ultime des films de Corée du Sud, et qui a été donc kidnappée et rapatriée en Corée du Nord. Voilà, et quelques temps plus tard, Kim fait également kidnapper l'ex-mari de cette dame, qui est un grand réalisateur. Shin Sang-ok. Shin Sang-ok, voilà. Qui apparemment serait le Spielberg un peu sud-coréen. Oui, en fait, c'était l'un des gros réals de la nouvelle vague sud-coréenne, mais genre monsieur gros budget, monsieur prestige et tout ça. Et en fait, il était marié avec cette actrice, mais ils avaient divorcé entre-temps. Mais il s'était lancé à sa recherche parce qu'elle avait disparu et donc du coup il va se retrouver en Corée du Nord, il va être un peu réactionnaire sur les bords parce que donc Kim Jong-il veut qu'il réalise des films, apparemment il va réaliser 7 ou 8 films pour lui et pendant des années avec elle aussi, et il va être un peu contre cette idée, il va se retrouver au goulag et il va se retrouver fatigué, il va maigrir à vitesse grand V, il va l'ombre de lui-même. Voilà, il est clairement mourant quand il sort du goulag. Et du coup, dans ces 7 films, il y a un film de monstre qui apparemment, parce que vu qu'on ne sait pas réellement ce qu'il y a en Corée du Nord, serait le seul tokusatsu de la Corée du Nord. Voilà, peut-être qu'ils en ont fait d'autres depuis, mais bon, vu que c'est le seul qu'on connaît, on va dire que c'est le seul. Et qui est un peu à la croisée de plusieurs chemins. Tout à fait. Bon, déjà, c'est un remake du film des années 60 de Pulgasari. Donc en fait, ça se passe dans un royaume coréen où donc on a un roi sanguinaire et tyrannique qui en fait veut détruire la révolution des paysans justement qui se manifestent contre ce roi. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend toutes les sources métalliques de son royaume pour en faire des armes, tous les objets métalliques, tout le fruit finalement du travail de ces gens-là, ils le veulent. Et il y a un vieux forgeron qui est enlevé. Et en fait, ce forgeron crée une petite figurine avec de la nourriture, si je me souviens bien, la petite figurine de Pulgasari, qui finalement vient à la vie
en rentrant en contact avec du sang. Mm. Et en fait, cette créature-là donc, devient vivante et elle se nourrit de métal. Et elle va grandir au fur et à mesure qu'elle va se nourrir de métal. Et elle devient amie avec tous les villageois, les paysans, qui vont l'utiliser justement pour attaquer le roi et son régime, jusqu'à ce que lui, à son tour, devienne une menace. En fait. Voilà. Première chose, la création de la créature me fait énormément penser au film Zanshen, War God, le taïwanais de Shen Huming, qui avait été réalisé dans les années 70. Le début du film, c'est clairement le même dans les deux. On voit la personne créer... Pour de sculpter sa petite créature. Tout à fait. Voilà. Et après, on bascule clairement dans du Daimajin. La deuxième partie du film et tout le combat final, c'est du Daimajin. Déjà l'histoire avec le tyran sanguinaire, le monstre mythologique qui vient aider les villageois dans un univers moyenâgeux. Voilà, c'est du Daimajin pur et simple, c'est limite repris plan par plan. Ah oui, il y a ce rapport en plus repris du deuxième Daimajin, le rapport entre le monstre et la jeune fille pure qui revient encore une fois dans ce film-là. Et puis il y a un peu de Godzilla aussi, parce qu'à l'époque Godzilla est en train de se relancer, et du coup l'idée de Kim Jong-il c'est un peu de faire son Godzilla à lui aussi, et du coup il va faire venir... dans la façon la plus honorable qui soit, diplomatique. Voilà, diplomatique, le réalisateur des effets spéciaux, donc Teruyoshi Nakano, et le sweet actor Kenpachiro Satsuma. Alors pourquoi il va les faire venir? Tout simplement parce qu'à l'époque, les réalisateurs nord-coréens, les techniciens nord-coréens ne peuvent pas partir à l'étranger pour apprendre les techniques, parce que sinon ils ne reviendraient jamais. Voilà. Du coup, le seul moyen qu'il a, c'est de faire venir des Japonais. Et outre le fait qu'il va les faire venir pour ces raisons-là, c'est peut-être aussi parce que c'est les seuls expérimentés à l'époque. Encore une fois, c'est ce qu'on disait voilà. dans une et émission, que tu peux que faire venir des Japonais. Même si t'as beau être un dictateur et tout ça, et ou t'es pas chef effets spéciaux ni suite. Voilà, t'es quand même obligé d'aller voir ailleurs parce que c'est les seuls qui sont capables de faire ça. Tout à fait. Et du coup, il va encore une fois les faire venir en leur en leur promettant quelque chose. En fait, il va un peu se jouer d'eux pour les faire venir à Pyongyang. C'est un projet unique, vous allez innover la technique, ça va être génial. Alors après, est-ce qu'ils sont venus de leur plein gré ou est-ce qu'ils ont été capturés aussi? Ça, c'est la question. Donc, apparemment, Satsuma se souvient avoir croisé Kim Jong-il lors du tournage. Et il y a aussi un autre acteur qui fait partie de l'aventure, puisque quand Pulgazari est petit, en fait, c'est l'acteur de petite taille, qui est connu sous le nom de Little Man Machan, qui jouait notamment Minya dans les films de Godzilla de l'ère Showa, qui du coup joue Pulgazari. Incroyable. Donc voilà. Et on connaît un peu cette démarche. Oui, mais de toute façon, quand tu le vois petite, tu vois cette démarche un peu pataude, un peu... Oui, tout à fait, ouais. 누나야, 저거. 어디? 저거, 불가사리. 저거. 어머나. 저기서 뭘 하고 있을까? 야, 누나야. 어머나. 야, 스테코구나. 정말. 불가사리야. 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 불가사리! 이리 오라. 불가사리야. 불가사리야. 집에 가자. 불가사리야! 불가사리야! 그건 먹으면 안 돼! 불가사리야! 이래서! 불가사리야! 불가사리야 가지 마라! 너 어디 가니? 불가사리야, 가지 마라. 불가사리야,
어딜 가니? C'est vraiment lui, c'est incroyable de savoir ça, c'est dingue de dire que ces gens ont bossé sur ce film-là. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, écoute, le film, je le trouve très intéressant. Je trouve ça dommage que le générique de début nous gâche un peu la surprise parce qu'on voit directement la tête de. Oui, de, oui, oui. Il n'y a aucune surprise dans le film. C'est un film qui est à la fois. Il faut savoir un truc, c'est que vous avez de très bons films qui ont été réalisés sous des régimes dictatoriaux. Je pense au Titanic qui avait été réalisé sous l'Allemagne nazie, qui était produit par Joseph Goebbels, qui est un très bon film. Mais bon, Goebbels, qui avait le même statut que Kim Jong-il, je le rappelle, qui était exactement. Un peu le ministre de la culture de l'époque. Il faut juste mettre l'idéologie de côté. Là, c'est clairement un film du parti où on te dit que c'est la masse laborieuse qui doit se battre, qui doit triompher sur l'impérialisme, peut-être l'impérialisme américain, entre guillemets, qui en gros, voilà, qui pompe tout l'argent. Il faut être des bons travailleurs. Voilà, il faut fournir l'effort. Non, après, en soi, c'est une très belle histoire mythologique. C'est un conte qui se laisse relativement suivre. Le jeu des acteurs est très aléatoire. On oscille entre le sublime et le très moyen. Il y a un des personnages principaux, il ressemble un peu à Rambo, je trouve. Il a un truc oui. rouge avec des cheveux longs. C'est assez marrant. Encore une fois, c'est plus les femmes qui constituent, je pense, la force du film. Ce que je trouve très sympa, c'est qu'on a un mélange entre les décors naturels et les décors de studio. Alors, justement, est-ce qu'il y a des décors naturels? Je suis pas sûr. Il y a des décors, tu sais, dans les plantes, on est en forêt, tout ça, ce genre de choses. Pour moi, à mon avis, c'est plus du studio. Il y a beaucoup parce de studio. Que je pense que Kim Jong-il avait peur que les gens se cassent. Je pense pas. Et que... Non, mais c'est une réalité. Et je pense que ce film a une patte artistique qui lui est si particulière. Parce que vous verrez, le film est assez particulier. Il a une lumière, il a une couleur, il a une patte artistique que j'ai jamais vue ailleurs, en fait. Même indépendamment du fait que ce soit un film nord-coréen, je veux dire, il y a un truc qui se dégage du film, et je pense justement que c'est parce que c'est 99% tourné en studio. Sûrement. Moi, j'ai vu quand même quelques plans en extérieur, mais peut-être des inserts ou des trucs comme ça. Mais je pense aussi que le film est réussi parce que c'est Shin, et que Shin est quand même un boss de chez Boss, et qu'il a amené, je pense, une facture technique supérieure à ce film. Et justement, s'ils ont été chercher, et pourquoi c'est grâce à lui que le cinéma nord-coréen a eu des très beaux films, c'est justement parce que c'était un professionnel et parce qu'avant ils étaient incapables d'avoir des gens compétents. Tout à fait. Après, au niveau des effets spéciaux, on trouve des choses vraiment superbes aussi. Vraiment très très bien. Je suis pas un fan des séquences avec le petit Pulgasari, je trouve qu'il y a 2-3 trucs qui sont quand même assez. Non, il y a des trucs spéciaux, mais après. Mais quand il est grand, il y a des beaux trucs. Il y a des choses assez superbes. Et même au niveau des décors, je trouve qu'il y a des beaux décors. Il y a des châteaux géants. Franchement, c'est un beau film. Alors, qui a peut-être une idéologie un peu. C'est l'idéologie un peu bizarre. De Pyongyang, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas du tout adhérer au message du film. Mais artistiquement, c'est beau, quoi. C'est assez. Moi, ce que j'ai bien aimé sur le monstre, c'est qu'ils ont quand même. C'est de le rendre le plus expressif possible. On a quand même ça, c'est Nakano. Parce que quand tu regardes le visage de Pulgasari, tu vois le visage du Godzilla de 84. Exactement. Là, les mêmes yeux, la même gestuelle. Les mêmes yeux, les mêmes. C'est assez particulier. Non, c'est un film qui est intéressant. Après, il y a plein de trucs. Il y a un problème de rythme qui est hallucinant. Les scènes durent trop longtemps. Après, voilà. La musique est insupportable. Mais après, c'est un document, ce film. Et qui est sorti aux États-Unis en DVD. Oui, il est sorti au Japon en 98 aussi. Qui apparemment a été banni pour 10 ans et apparemment Kim Jong-il a été très très déçu du film, visiblement. Apparemment ça aurait été un plantage même en Corée du Nord. Parce qu'il faut savoir déjà que... C'est casse-gueule quand même, je veux dire, tu fais un film médiéval avec un monstre dedans, je sais pas comment ça a été reçu. Surtout dans une idéologie aussi totalitaire. C'est ça. Où clairement on te recrée une mythologie et une histoire, et où on te parle d'un truc que les gens n'ont jamais connu. C'est ça, bien sûr. Enfin, où clairement c'est un film, c'est un ovni parce que les gens ne connaissent pas le médiéval, le Moyen-Âge, ils connaissent pas les monstres, ils connaissent pas tout ça. Enfin, voilà, dans leur état d'esprit, tout commence et termine avec la famille Kim. Donc comment tu veux leur dire qu'il y aurait un truc avant eux? Donc, et c'est ça qui du coup, Shin,
et sa femme vont être sauvés par les Américains lors d'une mission digne d'un James Bond pour le coup, puisqu'ils sont en promotion d'un autre film à Vienne et ils vont être secourus par la CIA. Et, mais ça n'a pas été facile, hein, ça a été une poursuite. Et apparemment, du coup, Kim Jong-il va demander à un autre réal de finir le film, du moins de reprendre quelques petits trucs qu'il veut modifier. Et du coup, le film sortira dans cette version-là. Alors, qu'est-ce qui est de Chine, qu'est-ce qui est de l'autre, ça c'est la grande question. Et du coup, le film aura droit à un autre remake, puisque Shin, en arrivant aux États-Unis, va un peu essayer de se refaire une carrière, une troisième carrière pour le coup. C'est marrant parce que la carrière de Shin, au final, elle suit les variations de Pulgazari. Une version sud-coréenne, une version nord-coréenne, une version américaine. Et du coup, il va un peu faire plus ou moins d'autres films avec des réalisateurs américains. Il va être sur des projets, dont un projet de film pour enfants qui est, soyons honnêtes, très médiocre, qui s'appelle donc Galgameth, qui signe sous le nom de Simon Shin, et qui est la même histoire. En gros, c'est une petite créature qui mange le métal, et là, encore une fois, ça se passe dans un Moyen-Âge très occidental, hein. Il y a des chevaliers, il y a des princesses, il y a tout ça. Non, le film est pas bon, mais... J'ai plus 10 minutes, moi, après j'ai arrêté. Non, le film est pas bon, mais il est intéressant, justement, sur cette variation d'une même œuvre, tu vois. Où, du coup, apparemment, Shin, il avait tellement aimé son travail sur Pulgazari, il avait tellement aimé cette histoire-là, pas le fait de tourner pour les Nord-Coréens, hein, mais la portée de l'histoire. Qu'apparemment, il a tenté, du coup, de refaire un remake, une autre variation que les gens pourraient voir, puisqu'à l'époque... le film ne devait pas sortir, Pulgazari ne devait pas sortir. Ça sortait pas de... Donc voilà, Galgameth, c'est la troisième variation. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est voulu, mais il ressemble un peu à Minilla. Voilà. Donc, Pulgazari, un film quand même... à voir en famille. Un film quand même fondateur d'un certain tokusatsu. Quand le tokusatsu devient objet de propagande, il y a des films comme Pulgazari, mais qui n'est pas dénué d'intérêt. Qui est très intéressant à voir. Voyez-le à l'occasion si vous pouvez. Voilà. In an enchanted kingdom, an evil knight has risen to power and unleashed a reign of terror. These prisoners shall be put to death! Now the only thing that can lift the darkness is a chivalrous prince, a brave young girl, and a magical creature named Galgameth. You're Galgameth? Disguised as poor peasant children. Who's this? My sister, Mary. She's a mute. The young prince and his outrageous new sidekick must lead the rebel army on the adventure of a lifetime. Eats metal. He's invincible. Galgameth will beat them all. Attack! Now the enemy is getting nervous. Kill it now. We outnumber them. It's the monster we have to contend with. And the legend of Galgameth is getting bigger. And bigger. And bigger. Exclusively on Kidmark Home Video. The Adventures of Galgameth. He's crazy, but he's mine. Maintenant, on va vous parler littérature. Putain, ça fait plusieurs émissions, on parle de bouquins ou papier. Regarde, le bouquin sur Yajima, Beetleborgs et la relation avec le comics, le manga Ultraman. Oui, mais il faut, parce que on a été racheté par... Il ne faut pas succomber à la dématérialisation. Quoi ? T'as pas de liseuse, toi ? J'ai pas de tablette. Non, je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle donc Une super production de Kim Jong-il, qui a été écrit donc par Paul Fisher, et en fait qui a été publié donc chez Flammarion. Il y a quelques mois, c'est sorti en avril. C'est sorti en avril. Et en fait, ce livre, par un joli hasard, nous raconte en fait toute l'histoire de l'enlèvement de Shin et de sa femme. Et même plus parce que c'est ce livre-là, en fait, c'est clairement l'histoire de la Corée du Nord d'un point de vue culturel. Tout à fait. C'est-à-dire que vous avez
des chapitres entiers qui vont vous parler de comment les dirigeants nord-coréens étaient ensemble. Notamment, il faut savoir qu'il fallait savoir boire et tenir l'alcool. C'est ça. Si vous vouliez être, j'ai envie de dire, un vrai mec capable de diriger le pays, non mais ça allait jusque-là, l'idéologie. Vous aviez les brigades de la joie qui sont expliquées dans le film, qui donc sont des groupes de jeunes filles qui vont de 15 à 25 ans et qui vous offrent certains plaisirs. Mais voilà, ça va jusque-là. Donc c'est à la fois un bouquin sur le cinéma nord-coréen et en même temps sur la politique de l'époque, donc c'est vachement intéressant premièrement. Et du coup, vu que ça parle de l'histoire de Shin et de Chae, en fait, du coup, on va suivre leur enlèvement, on va suivre la production des films de Kim Jong-il qui vont être réalisés par Shin, et du coup, vous avez Le Sel, très bon film d'ailleurs, qui a été réalisé par Shin, et du coup, dedans, vous avez un chapitre entier sur Pulgasari, et qui au final se révèle être un peu le making-of du film. Et c'est pour le coup très intéressant. Donc je vais me permettre de vous lire un passage du film, du livre, parce que vous allez voir, je pense que ça va vous donner envie de l'acheter, parce qu'il y a énormément d'informations très intéressantes dedans. Donc, attention, instant littérature. Un livre et des mots. Tourné en un peu moins d'un an, Pulgasari fut le dernier film que Shin Sang-ok réalisa en Corée du Nord. Kim n'avait pourtant pas lésiné sur les moyens. Sachant en bon producteur que la meilleure façon d'assumer le succès d'un remake est d'embaucher l'équipe qui a travaillé sur l'original, ils font référence au film de Godzilla. Dont Pulgasari se voulait un remake officieux. Il fit abstraction de sa haine des Japonais et fit appel aux meilleurs techniciens nippons pour épauler Shin. Il choisit le directeur des effets spéciaux de la saga, Teruyushi Nakano, et pour incarner Pulgasari, il fit venir Kenpachiro Satsuma, l'acteur qui avait porté le costume du monstre dans le retour de Godzilla. Il dut néanmoins recourir à quelques artifices pour attirer ses précieux collaborateurs à Pyongyang. Satsuma confia ainsi qu'on lui avait annoncé que le film serait tourné en Chine, mais au bout de 2 jours passés sur un plateau à Pékin, il fut expédié en Corée du Nord avec les 6 autres membres de son équipe. Dès qu'ils posèrent pied à Pyongyang, on leur confisqua leur passeport, je cite, pour leur propre sécurité. Bon, très bien. Voilà. Donc en fait, le chapitre raconte en fait énormément de choses sur la production du film, notamment Satsuma du coup a rencontré Shin et ils auraient échangé quelques mots et Shin lui aurait fait comprendre qu'il ne pouvait politiquement pas retourner en Corée du Nord. En Corée du Sud, pardon. Il aurait rencontré Kim Jong-il aussi, il aurait aperçu Kim Jong-il sur le tournage. C'est vraiment très intéressant. En même temps, ils étaient dans le cadre des effets spéciaux, donc je pense qu'ils étaient beaucoup plus cloisonnés, beaucoup moins exposés. Et puis surtout, je pense qu'ils étaient beaucoup plus chouchoutés, justement du fait que c'était les seuls capables de faire ça. Kim Jong-il n'avait pas l'intérêt de les brutaliser, parce que sinon son film, l'argent investi dans le film était voué à l'échec. Donc franchement, c'est juste improbable de savoir qu'un bouquin sur cette histoire est sorti. Et c'est vraiment très intéressant. Très bon livre. Alors certes, sur Pulgasari, c'est qu'un seul chapitre, mais tout ce qui gravite autour mérite le fait, et justement toute l'histoire de Pulgasari découle de toutes les 10 années qui ont précédé la création du film. Donc franchement, c'est très intéressant, c'est très sérieux, on voit que l'auteur a potassé son sujet. Il est allé là-bas en plus, il est allé là-bas parce qu'il est producteur, donc il s'est dit il a menti justement aux Nord-Coréens en leur disant qu'il allait faire un tournage, ce genre de choses, et il a réussi quand même à choper des informations quand même assez tarées, quoi. Donc voilà, franchement, moi je tiens à remercier Flammarion pour avoir proposer ce livre en français, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de livres, notamment sur le cinéma japonais, sur le cinéma asiatique, qui sortent aux États-Unis mais qui n'arrivent jamais en France. Et là, franchement, c'est cool. Et surtout, c'est encore plus improbable qu'un livre justement sur ce pays-là, qui est quand même le pays qui fait peur actuellement. On sait notamment ce qui s'est passé avec le Sony Act récemment. Où ça viendrait plus ou moins de la Corée du Nord. Voilà, je veux dire, la Corée du Nord aujourd'hui c'est le pays qui fait peur. Donc, franchement, c'est cool de savoir qu'il y a un bouquin qui est sorti là-dessus et qui est richement documenté. À lire. Donc, voilà, à lire d'urgence. Alors
pour ce Dikotoku, on va revenir cette fois au Japon en vous parlant donc, de Monsieur Nakano, donc Teruyoshi Nakano, qui est né en 1936 et qui heureusement est toujours parmi nous. Alors il faut savoir que Monsieur Nakano, c'était l'un des assistants proches de Eiji Tsuburaya. Voilà, et donc en fait il a surtout intégré la Toho dans les années 60. Il était assistant sur tous les kaiju et tous les films de SF, notamment King Kong contre Godzilla, ce genre de choses. Le fils de Godzilla, Ibira contre Godzilla. Et surtout sa spécialité à lui, c'était tout ce qui était effet pyrotechnique. C'était Monsieur Explosion, quoi. Et en fait, en 1970, quand Tsuburaya nous quitte, c'est pas lui qui prend le chef de poste des effets spéciaux, c'est un autre monsieur, donc Sadamasa Arikawa, qui donc prend le poste de manière temporaire, et puis bon, il arrête parce que bon, c'est un petit peu difficile de continuer. Et surtout, tout le monde était en période de deuil, donc c'est ça, donc c'est un petit peu difficile. Il ne savait pas trop quoi faire, et je pense que c'était très dur à surmonter. Oui, c'est normal, parce que Arikawa est encore plus proche de Tsuburaya, c'était vraiment le et puis ils avaient peut-être peur de ne pas réussir à égaler le maître, donc je pense qu'il y avait ce dépit et ce plus envie, quoi. Et donc Nakano, lui, par contre, il a repris le poste de chef du département des effets spéciaux, puisque il a donc en 1971 travaillé sur Godzilla contre Hedorah, sur lequel d'ailleurs Monsieur Satsuma avait le rôle c'est un de ses premiers rôles. C'est un de ses premiers rôles. Puis ensuite, ça va pas être facile parce que Nakano va devoir bosser sur les autres Godzilla sur lesquels les budgets vont être quand même assez limités, coupés les uns après les autres. Et on va utiliser des stock shots, donc c'est encore plus délicat. Voilà, et puis en tant que chef d'effets spéciaux, en tant qu'artiste pour Lego, c'est quand même pas évident de te dire que la plupart de tes plans vont venir d'autres films. Mais à partir de 1974, avec Godzilla vs Mechagodzilla, là, génial. Enfin, il peut montrer ce qu'il a dans le bide. Très très belle séquence d'explosion. Voilà, on a ce duel au bord d'une raffinerie où c'est que ça explose de partout. Ça explose de partout. Ça devait être chaud quand même à réaliser cette séquence. C'est très difficile en termes de logistique. En termes de sécurité, je ne peux même pas imaginer les mecs sous les costumes en caoutchouc. C'est ça. Comment il devait flipper, quoi. C'est sous son règne aussi qu'on va amener beaucoup plus de violence dans le kaiju Ega, puisque contrairement aux indications, enfin aux ordres d'Eiji Tsuburaya, les kaiju vont se mettre à saigner. Mais parce qu'apparemment, il y aurait eu une clause dans tous les contrats qui auraient été demandés par Eiji Tsuburaya qui est fait que Godzilla ne doit jamais saigner. Et à partir du moment où Tsuburaya va mourir, vous allez remarquer que les Godzilla vont bizarrement devenir beaucoup plus violents, qu'il va y avoir beaucoup plus de sang. Je pense notamment à Gigan, où tu as carrément une giclure de sang face caméra. Oui, à Godzilla contre Mechagodzilla, où tu as Godzilla qui pisse le sang de partout, ça gicle même sur son corps et tout. Enfin, bizarrement, les films vont devenir beaucoup plus violents. Oui, c'est ça. Et donc, outre les films de Godzilla, il a quand même participé sur des productions importantes pour la Toho, notamment la submersion du Japon, qui reste vraiment son travail le plus emblématique. Vraiment, il y a des grosses séquences de destruction de villes qui s'effondrent, qui s'écroulent, des grosses scènes d'inondation. Vraiment, c'est un boulot fantastique ce qu'il a fait sur ce film-là. On a même des plans aériens du Japon que l'on voit disparaissent. C'est très très beau. Progressivement, il a fait à voir en version japonaise, parce que la version américaine est tronquée, mais la submersion du Japon, c'est un chef-d'œuvre du tokusatsu. Oui, je rappelle que c'est un tokusatsu, la submersion du Japon. À voir, d'urgence. Oui, tout à fait. Il a fait aussi d'autres films. Il avait fait le fameux Nostradamus, tout à fait. À la fin du monde dans les années 80. Il revient à Godzilla, puisque c'est lui qui supervise donc les effets spéciaux de Return of Godzilla. Avant de laisser sa place à Koichi Kawakita. Voilà. Sur ce film-là, il a quand même créé le fameux Seabot Godzilla, le fameux Godzilla mécanique qui est finalement utilisé que pour quelques plans. Un peu comme le King Kong de Dino De Laurentiis. Et on voit dans ce film-là ce qu'il peut faire Nakano quand il a vraiment plus d'argent. C'est-à-dire le costume de Godzilla est superbe, très détaillé, les maquettes sont vraiment réussies. Il y a des plans dans la ville, on voit Godzilla se refléter. Non, mais c'est très très beau et ça se voit que Nakano, il a, j'ai envie de dire, besoin de fric pour pouvoir c'est normal. mettre son œuvre au maximum, parce que une fois qu'il a de l'argent, tu vois qu'il te fait des trucs de fou, quoi. Oui, c'est pas évident aussi parce qu'il a dû assurer une époque où dans les années 80 on va abandonner le cinémascope pour utiliser le 1.85, donc du coup et surtout où carrément tout le Japon a changé. Tout le Japon, visuellement ça a changé. Par exemple, il y a eu un renouveau économique important et du coup tous les immeubles vont grandir.
Et du coup, Godzilla, qui mesure 50 mètres à l'époque, devient totalement petit et ridicule par rapport aux immeubles. Et du coup, voilà, c'est quelque chose de très important qu'il a réussi à gérer quand même malgré tout, avec ses maquettes qui sont quand même de très bonne qualité, je trouve. Tout à fait. Son dernier film en tant que chef des effets spéciaux, c'était Princess of the Moon en 87 de Konichikawa, dans lequel on a à un moment donné une séquence avec un monstre préhistorique aquatique qui en fait a été réutilisé d'après un film qui s'appelait Nessie, qui était un projet avorté de coproduction entre la Toho et la Hammer. Ça va être un film où le monstre du Loch Ness s'échappait de son pays natal pour terroriser le monde, et tous les effets spéciaux devaient être assurés par la Toho. Voilà, donc Monsieur Nakano, voilà aussi une personne qu'on aimerait voir. Il avait fait aussi les effets spéciaux de War and Space, le film que j'adore, la guerre de l'espace. Voilà, et du coup, il a travaillé donc sur Pulgasari, notamment, qui encore une fois sont quand même des effets spéciaux de qualité. Très bonne qualité. Je sais pas. J'aimerais beaucoup savoir quand même combien Kim Jong-il avait donné sur le budget effets spéciaux. Non, mais ça serait vraiment intéressant, sérieusement, de savoir quel budget il avait et quelle marge de manœuvre il avait réellement sur le projet, même si je pense que Kim Jong-il lui a laissé le champ libre, bien sûr. Je pense. Ça serait vraiment intéressant de savoir ça, parce que même sur Pulgasari, c'est quand même de très bonne qualité. Le travail qu'il a fait est quand même assez intéressant. C'est un très beau boulot, très très beau travail. Donc, Monsieur Nakano, pareil, on le salue, grand monsieur. Donc voilà, écoutez, encore une fois, merci pour votre soutien. J'espère que cette émission vous a plu. Là, on est allé encore une fois vers quelque chose d'un petit peu plus différent. J'espère que ce sera vraiment pas la dernière. Non, ce sera pas la dernière. Peut-être qu'on sera kidnappé d'ici la prochaine. Donc, écoutez, comme toujours, Tokuscope, vous pouvez les suivre sur le site de Cinefuzz et sur donc, le forum Planet Fuzz. Vous pouvez nous suivre donc, sur la page Facebook de Tokuscope, sur le Twitter de Tokuscope, sur la chaîne YouTube de Cinefuzz. Vous pouvez aussi nous aider sur la page Tipeee de Cinefuzz si vous le souhaitez. On vous souhaite donc un excellent été. Écoutez, prenez soin de vous et transmutez-vous. Et n'oubliez pas de vous hydrater. What the man?